Bonjour à toutes, bonjour à tous. François Rychlewski, directeur commercial non pas de Viadeo, pas encore, de Marketo pour la France et pour l'Europe du Sud. J'ai le plaisir d'accueillir Edith Taillard de Viadeo, pour le coup, qui va venir nous parler de son retour d'expérience sur l'implémentation de Marketo au sein de Viadeo sur la partie B2B. Je vais faire une rapide introduction de Marketo juste pour vous présenter le contexte, qui nous sommes, ce que nous faisons et qu'est-ce que l'engagement marketing pour nous. Donc rapidement, Marketo est un éditeur américain de plateformes de marketing automation, créé il y a 10 ans en Californie, qui est aujourd'hui l'un des derniers on va dire software provider indépendant sur le marché de l'engagement marketing, tant sur les aspects B2B que sur les aspects B2C. Marketo compte un peu plus de 3900 clients dans le monde. Quelle que soit la taille du marché, quelle que soit la taille de l'entreprise. L'idée de la plateforme, c'est d'être suffisamment agile pour être capable d'automatiser autant que faire se peut tous les processus d'engagement. On parle d'engagement marketing par le mail, par le SMS, avec le push d'applications mobiles, l'attraction de consommateurs ou de prospects sur les sites internet. On parle de personnalisation temps réel pour cibler une liste de comptes nommés. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique aujourd'hui, mais voilà, notre liste de clients ou un extrait de notre liste de clients sur l'Europe, de la PME, voire même entreprise familiale dans certains cas, jusqu'aux très grosses multinationales comme Schneider, Microsoft, Google présent aujourd'hui aussi, et encore Amazon. Alors, l'engagement marketing, c'est quoi? C'est la capacité à attirer des clients ou des consommateurs, des partenaires, des prospects, attirer avec un contenu qui soit adapté, avec un canal qui soit adapté, avec une fréquence qui soit adaptée. On ne parle pas de mass marketing, on ne parle pas d'emailing, on n'est pas à consulter sa boîte junk mail sur Outlook. On est à l'inverse de ça, on est plutôt à se dire comment sortir du lot des 2900 messages auxquels on est confronté tous les jours. On en retient peut-être 3-4, et puis au bout de 48 heures, on les a oubliés. Qu'est-ce qui fait que sur ces 2900 messages, la marque va retenir le message, par exemple, que Viadeo va vouloir pousser? La marque va le retenir parce que on va le pousser sur le bon canal. On est capable d'étudier avec des algorithmes le canal le plus approprié pour communiquer, que ce soit encore une fois le push email, que ce soit le push mobile ou le SMS. Le contenu, on est aussi capable d'étudier quel contenu va être pertinent pour engager avec un consommateur, avec un individu. Et puis la fréquence. Est-ce qu'on envoie un message tous les jours? Est-ce qu'on envoie un message toutes les semaines? Est-ce qu'on envoie un message en fonction de la manière dont le consommateur réagit? C'est exactement ce que Marketo va proposer. Partir d'une phase d'acquisition un peu anonyme, un petit peu page blanche, pour engager, comme je l'indiquais, avec un message dédié, un timing dédié, un contenu approprié, pour en faire en fait un acteur qu'on va développer, qu'on va enrichir, qu'on va transformer en avocat, pour que cet avocat ensuite porte le message de la marque auprès d'autres consommateurs et sur les réseaux sociaux notamment. Ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, le parcours client, il est variable. On est tous confrontés à la capacité à engager avec une marque quand on est dans le métro, quand on est chez soi, quand on est sur une tablette, quand on est devant son ordinateur. Donc il y a vraiment une activité très cyclique qui est très difficile à maîtriser, et très difficile à maîtriser quand on engage avec des consommateurs. Donc il faut que ce soit la plateforme qui s'adapte en fait à ce rythme-là. Marketo offre un avantage d'écouter, de faire du listening de ce qui se passe quand un internaute ou quand un consommateur engage avec une marque, et donc de s'adapter et de pousser le bon message au bon moment. Donc c'est pas au consommateur de s'adapter à ce que nous on souhaite pousser, c'est vraiment à la plateforme de pouvoir faire l'inverse en fait. Donc c'est l'écoute, c'est la réponse, et puis c'est l'engagement
partout. Et c'est ce que nous, on considère comme étant les règles de l'engagement marketing, c'est-à-dire cette capacité à construire des relations durables avec des individus. On ne parle pas d'activité de masse, on parle vraiment d'avoir une relation one-to-one avec des internautes ou avec des consommateurs. Basé sur ce qu'ils font, donc c'est l'étude des comportements. C'est être capable quand on est sur du B2B essentiellement, de scorer ce que fait un internaute ou ce que fait un consommateur avec une marque, et puis de monter ou de descendre son score, et donc de le rendre appétant ou pas pour les équipes commerciales éventuellement. Continuellement dans le temps, avoir ce processus de ce qu'on appelle de nurturing, c'est-à-dire un consommateur peut être ou un internaute peut être considéré comme intéressant pour une marque. Et puis finalement, après une qualification dans le cycle de vente, on se rend compte que bah non, c'est pas le moment, la personne n'est pas prête. Ça ne veut pas dire que le lead est à mettre à la poubelle, ça veut dire que ce lead-là, on va ce qu'on appelle le recycler, le nurturer et continuer à pousser du contenu qui va être adapté jusqu'à ce que ça ressorte et que ça puisse être dans un second temps converti. Diriger pour obtenir des résultats, c'est évident, c'est pas simplement des résultats commerciaux, ça peut être des résultats sur de la brand awareness, ça peut être des résultats sur ce que j'évoquais tout à l'heure, le transformer le consommateur en avocat pour que lui-même puisse véhiculer des messages positifs de la marque. Et puis on est ciblant où qu'il soit, et ça on est là sur la partie multicanal. Je suis plus connecté derrière mon ordinateur essentiellement, je peux être aussi sur une tablette, je peux demain être connecté via mon écran de télévision. J'ai des applications mobiles qui me permettent aussi de relayer ce message. Voilà ce que propose Marketo en 5 minutes ou en 10. Et ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, plutôt que de parler de Marketo, de sa vie, de son œuvre et de toutes les choses très très bien, on a souhaité qu'Edith de Viadeo vienne nous parler de son retour d'expérience, de la mise en œuvre de Marketo au sein de Viadeo. Donc je vais laisser la parole à Edith et je reste là pour vos questions-réponses après. Merci. Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, je suis là pour vous partager l'expérience que j'ai pu faire avec Marketo sur l'expérience de marketing automation au service du marketing B2B. Juste pour vous dire un petit peu d'où je viens, j'ai fait beaucoup de B2C avant de faire du B2B. C'est pour ça que les problématiques d'engagement et de personnes plutôt que d'entreprises me parlent beaucoup. Je pense qu'il faut, y compris dans le B2B, parler à des individus et pas forcément à des comptes. Et j'ai aussi longtemps travaillé pour Sage, qui est un des maîtres en termes de lead generation. Donc, fort de cet acquis, je suis arrivée chez Viadeo il y a quelques mois pour mettre en place cette stratégie marketing B2B. Alors, évidemment, on va dire, je vais vous expliquer qui est Viadeo, même si vous savez pourquoi, mais surtout vous expliquer pourquoi cette stratégie. Viadeo, évidemment, vous le connaissez tous, c'est le réseau social professionnel français où on va faire du networking, on fait évoluer sa carrière ou on fait du business. Mais derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de 10 millions de professionnels en France, ça veut dire 5 millions de visiteurs uniques par mois. 60% du trafic logué sur mobile, et ça c'est important parce que aujourd'hui, y compris en B2B, on parle beaucoup à nos interlocuteurs, à nos prospects et à nos clients via le mobile. Ça représente 35% des actifs en France, 90% des cadres et 70% des entreprises françaises. Notre business model, mais c'est aussi ce que j'appellerais un cercle vertueux. On s'adresse à des membres et à des clients, à des membres en tant que particuliers, donc où un membre peut se rendre visible, évidemment, poster des contenus, mettre son profil à jour, etc. Et de l'autre côté, on a des clients qui sont des recruteurs et des annonceurs qui proposent leurs services à ces membres. Donc les deux, en fait, sont gagnant-gagnant, puisque d'un côté, on a des membres qui
qui viennent s'exposer, entre guillemets, et de l'autre côté, des clients qui viennent apporter leur valeur ajoutée, puisque c'est aussi ce que cherchent les membres, c'est trouver une offre d'emploi, se faire chasser ou trouver des choses intéressantes éventuellement sur leur future entreprise. Des choses comme des avis et des notations sur l'entreprise que seul Viadeo propose aujourd'hui ou des produits qui peuvent les intéresser. Donc c'est vraiment un cercle vertueux où chacun des deux s'apporte mutuellement. Aujourd'hui, on est là pour parler de la partie client, donc la partie vraiment B2B. Viadeo propose des solutions de recrutement, donc évidemment les offres d'emploi, hein, le grand classique, mais surtout de la chasse de talents. On propose des outils qui permettent vraiment d'aller chercher le profil qui va vraiment correspondre au poste qu'on recherche, non seulement sur la data qu'aura rempli le membre, mais aussi sur son comportement. Donc c'est vraiment des fonctions très avancées de big data qui permettent à nos clients de trouver vraiment le bon profil pour recruter. La marque employeur, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les entreprises, y compris dans les petites entreprises. Donc il faut se rendre visible, se rendre attractif pour les membres et pour les internautes en général. Aujourd'hui, on peut dire que le recrutement subit la même chose qu'on subit l'univers du voyage, des hôtels, etc. Où maintenant, c'est aussi le recruté qui choisit son entreprise et donc où il faut se rendre le plus attractif possible. Et évidemment, toutes les solutions d'advertising classiques qu'on peut connaître et qui permettent d'avoir des ciblages extrêmement performants sur une grosse base qui est de 10 millions de membres, donc très qualifiés, et en y ajoutant du comportemental. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ma problématique aujourd'hui pour vendre ces solutions-là, c'est que en B2B, je vous ai mis quelques chiffres, mais qui sont vraiment une réalité de terrain de tous les jours. C'est que le cycle de vente a vraiment évolué et c'est beaucoup rallongé en B2B. On est de plus en plus sur de la vente complexe parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs maintenant pour faire des achats en B2B. On peut avoir un directeur des achats, on peut avoir un directeur marketing, on peut avoir un RH, on peut avoir l'utilisateur qui donne son avis, qui devient un prescripteur. Donc il faut adresser tout ce monde-là dans l'entreprise et forcément c'est pas toujours évident de pouvoir qualifier qui est qui dans l'entreprise et qui il faut adresser. 40% de décideurs en plus depuis 4 ans, c'est juste énorme. Et ça se confirme vraiment, enfin je suppose que vous êtes aussi dans ces problématiques-là. C'est vraiment un challenge pour les marketeurs B2B. Aujourd'hui, Forrester dit que 90% des décisions sont prises avant même de contacter un commercial. Peut-être que c'est peut-être pas forcément 90%, c'est peut-être un petit peu moins, à mon sens. Mais en tout cas, le vrai sujet, et on le fait nous-mêmes au quotidien, c'est que le prospect, dans toute sa démarche en amont, veut éviter le vendeur. Il veut obtenir d'abord des informations, il veut comprendre, il veut pouvoir challenger les solutions, il veut pouvoir convaincre en interne et du coup avoir de l'information en amont, mais il veut éviter d'avoir le commercial au bout du fil qui essaie de lui vendre quelque chose avant. Et donc c'est toute la problématique du marketing B2B, de l'engager sur la marque et de le rendre ouvert à ces solutions bien avant de le faire contacter par un commercial. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter à ce cycle. Et aujourd'hui, ce cycle d'achat, il est très long. Et si il y a quelques années, le marketing B2B, c'était j'envoie un email qui dit « mon produit est beau, c'est super, achète-le ». Aujourd'hui, ça ne répond que vraiment à toute fin du funnel qui est « ok, il a connaissance de nos solutions, il a connaissance du concurrent, qu'est-ce qu'on peut faire pour le convaincre que c'est mieux chez nous ?» En fait, il faut agir bien en amont, en lui proposant déjà des contenus vraiment à valeur ajoutée sur ces problématiques pour rendre la marque légitime quand on va commencer à lui parler, pour aussi éveiller sa curiosité et créer le sentiment d'urgence. Typiquement, sur mes sujets de marque employeur, j'ai aussi à évangéliser mes prospects sur le fait qu'ils doivent développer leur marque employeur.
Donc, il y a tout un travail d'éducation et d'awareness sur le fait que Viadeo peut être vraiment un partenaire pour ses clients. Donc, évidemment, production de contenu, diffusion de contenu qui est vraiment stratégique dans le dispositif. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'engage et qu'on le sait grâce à Marketo, alors on va pouvoir commencer à lui proposer des choses plus détaillées sur nos solutions. Mais ça, c'est vraiment en deuxième étape uniquement pour éviter, un, de le spammer sur des communications qui ne l'intéressent pas au début, de bien cerner ses besoins, et trois, vraiment lui proposer au bon moment. Alors, quand on parle de s'adapter au cycle, on voit souvent ce genre de funnel à gauche, où on parle d'awareness, d'éducation, etc. Dans la vraie vie, ça ressemble plutôt au schéma de droite, qui, même s'il n'est pas très lisible, c'est vraiment le process détaillé de ce qu'on peut faire aujourd'hui en lead generation avec des outils de marketing automation. C'est vraiment définir tout le process de qu'est-ce que je lui envoie, à quel moment, comment je réagis à son comportement, à quel moment je l'envoie au sales, à quel moment aussi le sales peut me retourner le lead parce que finalement le prospect n'a pas de projet là à l'instant T, en tout cas pas encore assez cadré, donc il a besoin d'être encore travaillé par le marketing, donc il me les renvoie. Il y a tout un circuit d'informations comme ça qui se partagent entre sales et marketing, et sans outils de marketing automation, je ne pourrais pas les traiter suffisamment bien. Alors le projet en lui-même de choix de cette solution, en fait, ça c'est vrai pour pratiquement tous les projets, mais c'est particulièrement vrai pour celui-là. Le premier point, c'est l'implication du top management. Si vous souhaitez développer, mettre en place un outil de marketing automation, il va falloir aller convaincre en haut, parce que vous allez devoir aussi convaincre d'autres populations de l'entreprise, et c'est super important d'avoir d'abord convaincu en amont et au top, parce que ça sera extrêmement plus facile ensuite de pouvoir déployer. L'alignement du marketing et des sales. Marketo est vraiment un super outil pour leur adresser des leads, mais aussi pour discuter avec les sales via le CRM. Donc il faut en amont aussi bien s'aligner sur ce qu'on attend de la lead generation et comment on définit un lead, à quel stade on doit leur envoyer, qu'est-ce qu'on doit en faire, etc., etc. Il y a vraiment tout un travail d'alignement vente et marketing qui doit être fort naturellement, mais qu'il est encore plus dans ce genre de dispositif. La création de cette fonction business développement représentative ou cellule de qualification en français, c'est toujours plus simple, c'est vraiment le maillon clé entre les sales et le marketing. Cette cellule de qualification, c'est celle qui va appeler le prospect quand le marketing aura décidé qu'effectivement le prospect est suffisamment chaud pour recevoir un appel, pour identifier s'il a vraiment un projet à ce moment-là. Cette cellule, elle est tellement à la clé entre marketing et sales que selon les entreprises, elle est soit au marketing, soit chez les sales. Moi, j'ai vécu les deux. Chez Sage, elle était au marketing. Chez Viadeo, elle est chez les sales. Peu importe, ça marche tout aussi bien. C'est vraiment en fonction de l'organisation de votre entreprise, mais c'est vraiment l'intermédiaire clé et c'est elle qu'on va monitorer tout le temps pour comprendre effectivement si ils adressent bien le prospect comme on doit après avoir fait une stratégie de contenu. On écoute beaucoup leurs retours pour affiner nos stratégies, nos tactiques, notre scoring, notre nurturing. Donc on est vraiment en écoute permanente de cette cellule qui est vraiment l'élément clé. Des contenus, parce qu'on peut avoir la plus belle machine du monde, si on ne l'alimente pas avec des contenus, elle ne sert à rien. Donc assurez-vous vraiment d'avoir des contenus qui ne soient pas seulement une présentation de votre produit, mais qui soient aussi des choses à valeur ajoutée pour vos clients.
vos clients, ils ont besoin qu'on leur parle d'eux et qu'on leur parle de leurs problèmes. Donc, si vous pouvez leur apporter de la valeur ajoutée par des guides pratiques, des enquêtes, des livres blancs, etc., sur leur sujet, vous serez perçu comme quelqu'un qui a de la valeur ajoutée et qui permet d'avancer dans la problématique professionnelle de vos prospects. Typiquement, sur mes prospects à moi, voilà, je produis beaucoup de choses sur le recrutement des jeunes diplômés, comment ça se passe aujourd'hui pour un recruteur, comment le recruteur doit évoluer dans cette révolution numérique et digitale de l'entreprise, quel est son nouveau rôle, comment il doit aujourd'hui évoluer pour mieux percevoir le marché des talents et des recrutés. Parce qu'on ne recrute pas aujourd'hui comme on recrutait il y a 5 ans et on ne recrutera sûrement pas de la même façon dans 5 ans non plus. Donc il a besoin vraiment de s'adapter, de comprendre les outils. Aujourd'hui, un recruteur, c'est aussi un marketeur. C'est vraiment des fonctions qui commencent de plus en plus à se mêler. Donc aujourd'hui, moi, je leur apporte beaucoup de contenus qui ont beaucoup de succès. Mais c'est comme ça que du coup, je peux les engager sur la marque et les faire évoluer doucement mais sûrement vers des solutions Viadeo. Impliquer toutes les parties prenantes, ça c'est un vrai sujet, mais pour tous les projets dans leur ensemble. Là, comme on est vraiment à la croisée des chemins entre marketing, sales, chiffre d'affaires, parce que derrière il y a quand même du ROI et de la performance, il faut vraiment s'assurer qu'on a bien l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir avancer. Et puis évidemment, le mot-clé, c'est mesurer. Parce que si on ne mesure pas, ça ne sert strictement à rien. Avec Marketo, on mesure tout ce qui se passe sur nos campagnes, sur chacune de nos actions, pour pouvoir effectivement toujours monitorer entre retour quali qui nous vient de la cellule de qualification notamment et des sales, mais aussi retour quanti, on mesure vraiment à chaque étape, où est-ce que le prospect est allé, à quel moment il y est allé, combien de temps il lui a fallu pour visiter nos pages, combien de temps il lui a fallu pour accepter de télécharger quelque chose, est-ce qu'il est plutôt sur le sujet marque employeur, plutôt sur le sujet recrutement. À chaque fois, c'est de la mesure permanente et c'est pour ça qu'il faut avoir un outil qui vous permette de le faire vraiment simplement et efficacement, parce que ça sera vraiment la clé aussi de la justification de l'implication de ce projet. Alors pourquoi on a choisi Marketo? François était sûrement très convaincant. Mais c'est surtout, voilà, ça répondait vraiment à un cahier des charges très simple et à la fois complexe. Viadeo, c'est le réseau social professionnel français. En même temps, on n'est pas une multinationale avec des milliers de collaborateurs. Donc moi, j'avais besoin d'avoir une interface qui était simple et intuitive pour que l'ensemble des marketeurs puissent l'utiliser. D'autres solutions, en fait, pour les avoir testées dans d'autres situations, nécessitent d'avoir un pôle expert auquel il faut s'adresser, etc. Je ne pouvais pas me permettre très concrètement d'avoir ce pôle expert plus des marketeurs. J'avais besoin vraiment que la solution soit facilement prenable en main par mes équipes et Marketo vraiment répondait à ce cahier des charges. L'intégration avec notre CRM, ça c'est super important. Le mien en l'occurrence c'est Salesforce, mais ça marche très bien avec d'autres aussi. Pour moi c'était une évidence. Je ne pouvais pas mettre en place des choses automatisées côté marketing, etc. Et puis en bout de chaîne, sortir un fichier Excel pour le donner à mes commerciaux. Pour moi ça n'avait pas de sens. Donc il fallait vraiment que pour faire de l'import-export, alors que je choisis une solution qui me permet d'automatiser. Donc cette intégration avec le CRM, elle est super importante parce que ça va vous faire gagner énormément de temps, de traçabilité, d'efficacité et il faut être extrêmement vigilant à ce point-là. Un outil solide pour le scoring des leads, évidemment. Si on veut faire de l'engagement marketing, on ne peut pas ne pas scorer ses leads et ses prospects. Donc il faut avoir cet outil qui soit à la fois puissant,
mais aussi relativement simple à utiliser. Et donc ça, Marketo a été très séduisant sur ce point-là. Et puis le quatrième point, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais aujourd'hui, moi j'en apprécie toute la valeur. C'est la communauté Marketo. Marketo en fait met une communauté d'utilisateurs extrêmement puissante qui est très bien animée et potentiellement vous pouvez trouver à peu près la réponse à toutes vos questions sur l'outil grâce à cette communauté. Et nous on l'utilise beaucoup, ce qui vous permet à la fois ça permet à vos équipes d'être très efficaces, mais aussi de limiter vos coûts d'accompagnement par des consultants X ou Y, parce que la plupart des réponses sont déjà dans la communauté Marketo. Donc ça vous permet aussi d'aller au-delà des basiques et de regarder ce qui se fait ailleurs, de piocher de l'inspiration, des petites techniques pour aller plus vite, plein de choses en fait qui sont extrêmement riches pour une petite équipe qui a envie d'aller vite et qui démarre, ce qui était mon cas. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec Marketo ? Dans mon cas précis, c'est un gain énorme de temps. Pourquoi ? Parce que Marketo permet de créer des programmes types et de n'avoir qu'à les dupliquer par la suite. Donc, par exemple, nous, on organise régulièrement des webinars. Donc, un webinar, ça veut dire qu'en amont, il faut avoir créé une invitation. Il faut avoir prévu une relance de cette invitation. Il faut produire le webinar. Il faut remercier après. Il faut inviter les gens qui ne sont pas inscrits ou qui sont inscrits mais qui n'ont pas participé à une nouvelle séance, etc., etc. Tout ça, c'est un workflow qui est automatisé, qui est prévu une fois. Et à chaque nouveau webinar, en fait, on duplique, copier, coller, on change la date, on change le thème, si tant est que le thème change, et c'est tout. Et on peut repartir, et évidemment le ciblage si on veut changer le ciblage, mais tout est fait et tout est déjà préparamétré, vous n'avez vraiment plus rien à faire. Il y a des templates, des assets qui sont pour votre email et votre inscription, le workflow est déjà dessiné. C'est un gain de temps extrême quand vous n'avez pas une grosse équipe et qui permet de se consacrer plus à la tactique et la stratégie qu'à refaire toutes ces mêmes étapes à chaque fois. Et ça, c'est vrai pour un webinar, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres campagnes qu'on peut faire. Gain de pertinence, évidemment, avec les scores, on ne va pas aller adresser tout le monde en volume, on ne va pas aller spammer, on va aller vraiment travailler le bon contenu pour la bonne personne. Et au total, évidemment, gain de temps, gain de pertinence, on est beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, les sales sont ravis d'avoir mes leads chaque jour qui tombent chez eux. Alors, c'est les points clés que j'évoquais. Je ne les ai peut-être pas encore tous évoqués. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est écrire ce lead gen process. Chaque maillon doit savoir ce qu'il doit faire, comment et pourquoi. Donc voilà, le marketing va faire ça de telle façon, à tel moment, etc. La cellule de qualification doit avoir ce rôle-là, faire ça, faire ça. Les sales, voilà comment ils vont recevoir leur lead et voilà ce qu'ils doivent en faire. C'est très important de le faire en amont pour ne pas vous retrouver avec des leads qui partent chez les sales et dont vous ne sauriez plus ce qu'ils en font ou d'être un petit peu rock'n'roll. Structurer sa base, créer des segments buyer persona. Nous, on a choisi le buyer persona pour pouvoir scorer, notamment. Ça permet d'avoir des campagnes plus pertinentes et sur des segments spécifiques. Définir le lead scoring et le lead nurturing. Je vais revenir plus précisément sur le lead scoring. Pour éviter évidemment le spamming et ne fournir que les leads suffisamment chauds. C'est toujours la discussion entre sales et marketing, à quel moment je transmets ce lead. Et ça permet vraiment de le travailler très finement, d'adapter et de toujours progresser. Former l'équipe. Moi, j'ai une équipe qui est vraiment autonome, même si elle est accompagnée. Il faut être accompagné au tout début pour créer ces programmes types dont je parlais. Mais ensuite, on est extrêmement autonome. Donc, c'est important que l'équipe ait bien l'outil en main. Créer ces process et ces campagnes kits dans Marketo, pour n'avoir plus qu'à dupliquer, justement. Interfacer Marketo et site web. Aujourd'hui, tous nos sites web sont interfacés avec Marketo, ce qui nous permet de traquer, avant même de le connaître, notre lead.
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui toute l'information sur les visites anonymes. Et le jour où le lead se rend visible à nous par un formulaire, par un téléchargement de contenu, toute la donnée de son comportement sur notre site est rapatriée. Ce qui veut dire que non seulement on sait qu'il a téléchargé tel ou tel contenu, mais on sait aussi qu'il est passé sur le site 2 fois, 3 fois, 4 fois, sur quelle page, à quel moment. Donc c'est extrêmement riche en informations. Et interfacer évidemment Marketo et Salesforce. Marketo est votre CRM parce que ça permet d'automatiser les flux et de continuer la chaîne très vertueuse de l'automatisation. Alors voilà un exemple de lead management process très macro, mais il n'empêche que c'est la réalité. Nous, tout en haut, au marketing, on gère les actions, on moniteur, on optimise sur ces leads anonymes qui vont devenir des prospects et donc qui ne seront plus anonymes et du coup où on aura récupéré tout leur comportement pour nurturer les leads qui ne sont pas encore assez chauds. Et puis à un moment, on va décider qu'ils sont prêts à avoir une conversation avec cette fameuse équipe de qualification. Donc, on leur adresse et là, à ce moment-là, il y a un appel qui est déclenché auprès du prospect et il y a une discussion qui s'engage sur Viadeo et les besoins de ce prospect. Si il y a projet, à ce moment-là, le lead devient sales ready et donc là, il peut être adressé à un commercial qui définit s'il y a une opportunité vraiment d'achat, évidemment, qui va gérer tout le cycle de vente avec le prospect pour en faire un client. À chaque étape, le lead peut être renvoyé au marketing et il est ce qu'on appelle recyclé avec une période de jachère plus ou moins longue. Jachère, c'est-à-dire que s'il vient d'être contacté par un commercial, on va le laisser un petit peu tranquille quelque temps avant de le remettre dans des cycles d'interaction avec Viadeo. Ou alors, il sort carrément du circuit parce qu'il est passé au travers des mailles du filet et finalement, c'était peut-être un étudiant qui cherchait un stage, etc. Ceux-là, en général, ils sont sortis dès en haut puisque avec le scoring, on peut tout de suite mettre un score sur les différentes fonctions qui sont renseignées par le prospect. Alors, un petit focus sur le lead scoring. Le lead scoring, en fait, il se répartit en 2 parties. Il y a un score démographique qu'on applique. Si vous êtes un DRH dans une entreprise qui recrute beaucoup, vous allez gagner des points chez moi. Si vous êtes étudiant ou si vous êtes libraire au fin fond du Sud-Ouest, je n'ai rien contre les libraires au fin fond du Sud-Ouest, mais vous gagnerez évidemment moins de points pour ce scoring démographique, votre secteur, votre type d'entreprise. Et on rajoute à ça le score comportemental. Donc typiquement, il y a des comportements qui vont générer beaucoup de points. Typiquement, quelqu'un qui a assisté à un webinar pendant 45 minutes, c'est qu'il est forcément très intéressé par nos solutions. Donc évidemment, il doit être rappelé par un sales derrière. Quelqu'un qui a visité nos sites va gagner quelques points. S'il visite un certain nombre de pages en très peu de temps, il va en gagner plus. S'il s'est inscrit au blog, il va gagner des points. Et ainsi de suite, selon les contenus, si c'est du contenu très sociétal, assez général, il va gagner un peu de points. Si c'est un contenu très rattaché au produit, il va gagner plus de points. Et le total de ce score, en fait, fait notre évaluation du lead. Donc, il a la bonne fonction dans la bonne entreprise. Il a eu beaucoup d'interactions intéressantes avec nous. Il atteint le score qu'on a décidé pour dire celui-là, ça vaut vraiment le coup de lui passer un coup de fil. Donc, voilà la façon dont on fait un score. C'est à la fois très simple et très compliqué. On ajuste en permanence. On regarde si effectivement nos hypothèses se confirment quand on appelle le lead. On regarde les taux de conversion derrière et on adapte. Typiquement, on a adapté, par exemple, notre score sur nos pages de site parce que ce qu'on avait présupposé n'était pas forcément tout à fait vrai. Donc, on a réadapté au fur et à mesure pour mieux répondre aux sales.
Un autre outil qui est super intéressant pour cette performance, c'est que toutes ces informations que le marketing a sur le comportement du lead, on les donne aussi à nos sales quand ils vont pouvoir rappeler et travailler le prospect. C'est Marketo Sales Insight. C'est une fonctionnalité qui est vraiment hyper intéressante. C'est qu'on ne transmet pas juste le lead en disant « tiens, rappelle-le, c'est intéressant ». Il y a toute la traçabilité de ces interactions avec nous qui est transmise également aux sales. Évidemment, du coup, quand le sales rappelle le prospect, il a énormément plus de pertinence pour pouvoir dire « tiens, vous avez téléchargé ce livre blanc, vous en avez pensé quoi ?» Et donc, du coup, ça veut dire que vous êtes intéressé par ces problématiques de marque employeur. Et il peut engager une conversation qui n'est pas sur le produit, mais qui est vraiment sur l'attractivité des problématiques pour le prospect et de pouvoir lui apporter de la pertinence, etc., avant même de parler produit. C'est super intéressant. Il ne l'appelle pas à l'aveugle. Il a vraiment tout le comportement du lead en amont. Donc ça lui permet effectivement d'être beaucoup plus efficace et de closer plus vite les ventes parce qu'il a établi une relation qui est extrêmement différente que « bonjour, je suis commercial et je vais essayer de te vendre un produit ». Alors les résultats, aujourd'hui, on a démarré depuis quelques mois seulement. On a déjà beaucoup plus de leads et qui sont beaucoup plus qualifiés. On a réussi à joindre et la valeur et le volume, ce qui est généralement assez compliqué. On a une vraie synergie entre sales et marketing. Avant, il y avait vraiment les sales d'un côté, le marketing de l'autre, le marketing qui était derrière son bureau, vu des sales, et qui ne comprenaient rien au marché, les sales qui ne comprenaient rien au marketing, vu du marketing. Aujourd'hui, il y a une telle interaction que les deux se parlent beaucoup plus, sont obligés de toute façon de se parler beaucoup plus et apprennent beaucoup plus l'un de l'autre. Le marketing comprend beaucoup mieux les problématiques terrain, du coup produit des contenus plus pertinents et des actions plus pertinentes dans Marketo. Les sales ont une approche beaucoup plus qualitative des prospects parce qu'ils ont aussi toute l'information que leur donne le marketing et ça permet vraiment de closer beaucoup plus qu'ils ne le faisaient auparavant avec des paniers moyens plus élevés. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté sur les premiers mois. Une équipe marketing qui est évidemment beaucoup plus efficace aussi parce qu'elle a plus de temps pour la tactique et la stratégie que pour les tâches chronophages de paramétrer les campagnes, paramétrer les process, les relances, etc. On gagne énormément de temps, ce qui permet de consacrer ce temps plus à de la réflexion et de la stratégie. Et ça, c'est forcément gage d'efficacité. Et un socle pour asseoir notre stratégie de contenu. Aujourd'hui, on a une stratégie de contenu forte qu'on a développée, qu'on a mise en route. On se fait accompagner d'agences, on a créé en interne, on fait des webinaires, on fait des livres blancs, on fait des guides pratiques. Mais si on n'a pas l'outil qui nous permet de les mettre en avant, évidemment, ça ne sert à rien. Donc vraiment, c'est le socle pour déployer et maximiser le ROI de cette stratégie de contenu. Et ensuite, parce que là, on n'est qu'au début de l'aventure, le point, c'est vraiment de faire du test and learn tout le temps. C'est la joie du métier du marketing, c'est qu'il faut toujours aller au-delà, tester d'autres approches, etc. On va affiner notre scoring, on est déjà en train de le faire. En général, au bout de 6 mois d'utilisation, on commence à avoir déjà des bons retours sur le scoring initial qu'on a mis en place et on peut l'affiner. On va travailler le nurturing, puisque là aussi on a plus de retours d'expérience maintenant pour pouvoir affiner ce nurturing. Travailler le cycle client, ça me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on peut travailler aussi nos clients aussi bien que nos prospects grâce à ces outils. Améliorer nos contenus, parce qu'on sait ce qui marche pas, comment ça marche et à quel moment. Et puis évidemment, apporter de la valeur à nos prospects. Le but du jeu, ce n'est pas de les spammer, ce n'est pas de les harceler, c'est vraiment de leur apporter le bon contenu, la bonne offre au bon moment et à la bonne personne. Et ça, vraiment, avec tous les outils qu'on a et toutes les fonctionnalités dans Marketo, comme le scoring, le nurturing, etc., ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus qualitatif et au final beaucoup plus efficace. Voilà. Je ne sais pas si François, tu veux reprendre la parole.
Merci. Merci Edith. Si vous avez des questions sur tant la mise en œuvre de Marketo chez Viadeo ou des informations que vous souhaitez avoir sur Marketo, on a encore 5 minutes? Ouais, à peu près 5 minutes. Donc on prend vos questions avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup. Alors moi j'avais une question plutôt pas sur l'outil d'automation en soi, mais plutôt sur la stratégie de contenu, parce qu'effectivement c'est un superbe outil. Vous avez des besoins de rapprochement des objectifs, des sales, du marketing qui font que vous avez besoin de mettre en place un outil qui permet de diluer la pression commerciale dans le temps et de qualifier au fur et à mesure la cible, etc. Mais alors ma question est très simple. Est-ce que c'est l'outil avant le contenu avant l'outil, les deux en même temps? Comment ça se passe dans le phasage du projet? Attendez, je le ramène. Alors, en fait, c'est un peu entre la poule et l'œuf. Donc, je vais avoir du mal à vous répondre de façon très affirmée, parce que je dirais que ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise sur la possibilité de créer des contenus. Autre qu'une fiche produit, autre que voilà les fonctionnalités de ce que je vends, etc. Donc, si l'entreprise a déjà en tête, ou vous-même avez déjà en tête des contenus, on peut faire ça en parallèle. On peut très bien démarrer avec pas beaucoup de contenu, mais le faire petit à petit pour évoluer et grossir au fur et à mesure. Moi, je suis arrivée au mois de septembre chez Viadeo, donc c'est très récent, donc je ne peux pas avoir non plus produit des milliards de contenus. On en a produit au début, évidemment on peut. Aujourd'hui, on commence à avoir un peu de bouteilles, mais il y a un champ des possibles qui reste énorme. Nous, on l'a fait en parallèle. Maintenant, je dis, c'est vraiment tout dépend de la maturité sur les contenus. On peut très bien commencer avec peu de contenu, c'est ce qu'on a fait, et continuer à évoluer rapidement avec un blog. On peut pousser des articles, on peut jouer aussi avec les médias sociaux. On peut produire un guide pratique une fois par trimestre au début, mais évidemment, il va falloir l'étoffer rapidement. Mais on peut très bien commencer petit et apprendre justement avec les premiers contenus pour développer les suivants en fait. À la fois, il faut apprendre avec l'outil, mais il faut apprendre aussi avec les contenus. Donc, on peut faire les deux en parallèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.